O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Cine Federal. A revista Cahiers du Cinéma possui uma longa e importante tradição para a história do cinema. Afinal de contas, foi a partir da leitura e do exercício da crítica que, ainda nos anos 50, boa parte dos cineastas da Nouvelle Vague aprenderam a analisar o cinema e quebrar as regras até então estipuladas. Apesar do enorme número de publicações, tanto impressas quanto digitais que existem nos dias de hoje, a Cahiers ainda possui um importante papel na crítica cinematográfica. E a nossa conversa de hoje é com o professor, historiador do cinema e crítico Ariel Schweitzer, que escreve para a renomada revista. Ele está visitando Curitiba por conta do festival Olhar do Cinema, do qual é membro do júri. Bonjour, monsieur Schweitzer, merci pour votre participation ici. Merci de m'accueillir. Oui. Et un participant du jury du festival, vous êtes en contact direct avec les cinémas d'auteurs de différents pays. Est-ce qu'on peut apercevoir des caractéristiques du cinéma d'auteur brésilien? Je note plusieurs thèmes qui reviennent d'un film à l'autre. Il y a deux films qui viennent de sortir sur les écrans français d'une manière simultanée. Et qui traitent pratiquement du même sujet. C'est des films que je peux définir comme des films jumeaux. C'est le film de Felipe Barbosa, Casa Grande, et le film Une seconde mère. Le titre français est différent. Ça, c'est le titre français. Le titre brésilien est différent. D'une jeune cinéaste brésilienne, peut-être vous connaissez. Oui, c'est Ana Mulerti. Yeah. Et ce sont deux films qui traitent d'une manière très subtile des rapports de classe dans les deux films se déroulent à Rio de Janeiro. Auprès d'une famille bourgeoise qui emploie des bonnes, et quelque chose vient interrompre les rapports, disons, traditionnels, courants, entre les maîtres de la maison et les bonnes. Même les rapports de classe, oui. Oui, et ce sont deux films qui interrogent d'une manière extrêmement subtile la manière dont la nouvelle économie brésilienne influe les rapports de classe. Par exemple, dans le film Une seconde mère, la mère de la bonne vient s'installer pendant une période auprès de cette famille et elle n'accepte pas les rapports traditionnels. Donc, il me semble que c'est un sujet très fort actuellement dans le cinéma brésilien, la nouvelle bourgeoisie qui a émergé, je dirais, de la classe moyenne traditionnelle brésilienne. C'est la nouvelle bourgeoisie qui s'est enrichie pendant la présidence Lula et qui actuellement est en train de traverser une forme de crise puisque cette renaissance économique est perturbée par une nouvelle crise qui influe à son tour sur les rapports des classes. Donc ce sont des films qui sont ancrés dans la réalité contemporaine du Brésil et qui, au-delà de leurs sujets politiques et sociaux, sont marqués par une écriture extrêmement sèche et une mise en scène très pointue, très précise. Ce sont dans les deux cas deux premiers films qui témoignent peut-être d'un renouveau d'un cinéma social et politique brésilien qui fait écho, qui résonne peut-être avec toute la tradition du cinéma novo des années 60. Un autre sujet qui revient, c'est la question de la sexualité.
Par exemple, hier, j'ai pu voir dans le festival un film qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Nouveau Dubaï, qui se déroule dans la banlieue de São Paulo. Et c'est le metteur en scène qui est homosexuel, qui enregistre son quotidien et ses rapports amoureux et sexuels avec son entourage. C'est un film qui m'a beaucoup étonné par son audace, par sa crudité, par la manière très frontale d'aborder la question de la sexualité. Et c'est un thème aussi très récurrent dans le cinéma brésilien. Pourquoi? Peut-être parce que la société brésilienne est une société très traditionnelle, très religieuse aussi, et que tout ça est bouleversé par différents aspects de la vie contemporaine, par exemple par Internet, où tout à coup la sexualité devient accessible. Et donc le film, c'est un miroir très frontal de cet univers homosexuel cru et la manière dont cet univers est nourri par le monde de l'Internet. Je pense que c'est l'un des thèmes nouveaux qui marquent le cinéma brésilien contemporain, la question de la sexualité, la question de l'homosexualité et la manière dont cette nouvelle forme de représentation de la sexualité bouleverse les codes traditionnels de la société brésilienne. Voilà des sujets que j'ai pu déceler parmi les films brésiliens que j'ai pu voir récemment, à la fois au festival et en dehors du festival. Et une autre tendance qui est pour moi très intéressante, c'est une tendance de cinéma expérimental brésilien qui évolue complètement dans les marges de l'industrie. Ce sont des jeunes cinéastes qui travaillent avec des petits moyens, qui font des films en numérique, des films artisanaux, qu'ils filment eux-mêmes, qu'ils montent eux-mêmes. J'ai pu voir hier un film d'un couple, un cinéaste et sa productrice, qu'ils ont tourné en France parce que l'agent cinéaste est allé étudier en France. Ils ont tourné un film en France dont ils sont également les deux interprètes, un film expérimental qui se déroule entièrement dans les cadres de cette maison et qui parle de la solitude d'une jeune femme étudiante et de la manière dont cette solitude évolue vers un univers d'angoisse et même d'horreur. C'est un film qui analyse la manière dont tout l'imaginaire fantastique du cinéma d'horreur emprunte notre quotidien. Et voilà un exemple d'un film qui est réalisé avec pratiquement sans moyens, dans les marges de l'industrie et qui témoigne d'une nouvelle tendance dans le cinéma brésilien contemporain. C'est intéressant, c'est aussi les nouveaux groupes de réalisateurs qui travaillent au collectif. C'est peut-être un retour de ce qui s'est arrivé en 1950-1960 avec Cinema Novo et aussi Nouvelle Vague. Oui, effectivement, l'héritage du Cinema Novo est énorme et parfois lourd à porter. Après la génération des années 60 et 70 qui évoluait en groupe, en collectif, et dont l'engagement était à la fois, je dirais, esthétique et politique, dans les années 80-90 et au début des années 2000, le cinéma est devenu extrêmement individualiste. C'est-à-dire que les cinéastes travaillaient chacun dans son coin. On a eu des exemples contraires comme le groupe Dogma, dirigé par Lars von Trier, mais qui était pour moi plus un coup publicitaire qu'un véritable école esthétique, une véritable école esthétique. Oui, puisque même les règles de l'école étaient peut-être dérespectées par les mêmes membres de l'école. Oui, mais ils étaient très intelligents dans leur manière d'utiliser les médias et puis
Ils ont utilisé cette définition collective d'un groupe constitué comme un moyen de communication extraordinaire. Mais pour moi, ce n'était pas véritablement une école ni esthétique ni politique, mais peut-être une école médiatique. Mais je ressens depuis quelques moments un véritable retour au collectif, même dans le cinéma brésilien. J'ai entendu parler de plusieurs collectifs qui ont été créés et c'est intéressant, pas dans les grandes villes, pas ni à Rio ni à São Paulo, par exemple à Belo Horizonte. J'ai entendu parler, j'ai même pu voir des films issus de ces collectifs. Par exemple, un collectif qui travaille sur les rapports entre cinéma et anthropologie, qui aborde le cinéma dans une perspective anthropologique, et puis plusieurs autres collectifs qui travaillent dans les marges de la grande industrie sous un mode collectif. Et je pense que c'est possible retour au collectif et de bon augure. Il n'a absolument pas le même sens que dans les années 60, mais je pense que par exemple aujourd'hui, pour affronter les défis qui nous posent les nouveaux modes de réalisation, de production et de diffusion de cinéma, c'est-à-dire le cinéma au défi de l'Internet, parce que de plus en plus aujourd'hui, on pense le cinéma en termes numériques, à la fois la fabrication de films, la production de films et la diffusion de films en termes numériques. Et je pense que cette collective, cet engagement en groupe peut nous servir aussi comme un moyen donc, de faire face aux nouvelles exigences de ce marché de la diffusion, de la fabrication et de la diffusion de cinéma sur Internet. Parce que sans aucun doute, aujourd'hui, le cinéma évolue de plus en plus vers cet univers numérique de l'Internet. Et le cinéma argentique n'existe pratiquement plus. Et puis les salles de cinéma traditionnelles sont en train aussi de disparaître, en moins de changer. Et on croit bien que d'ici 20 ans, le cinéma sera consommé sous une autre forme, d'une manière beaucoup plus individuelle et domestique. Et donc, je pense que les collectifs cinématographiques aujourd'hui, au-delà de leur dimension, je dirais, politique, doivent servir aussi à ça. Les cinémas à Internet, ça continue à être les mêmes cinémas diffusés dans les grands écrans? C'est intéressant parce que on ne sait pas encore ce que c'est. On est vraiment en train de vivre une ère nouvelle dans l'histoire du cinéma avec cette entrée en force du numérique. Et moi, j'aime beaucoup parler de cet article fondateur d'Alexander Astruc, la caméra stylo. Vous savez, dans 1948, Alexander Astruc parlait d'un nouveau cinéma d'avant-garde qui est en train d'évoluer et en utilisant des formats nouveaux. C'est le 16 mm et c'est un nouveau médium de l'époque, la télévision. Et il pensait que le 16 mm, principalement, allait libérer les cinéastes de toutes les contraintes économiques et industrielles du cinéma. Et qu'à l'avenir, grâce au 16 mm et peut-être aussi grâce à la télévision, ils seront capables de faire des films en utilisant la caméra comme un stylo, comme un écrivain utilise un stylo pour écrire, en étant débarrassé de tout le poids
économique et industrielle du cinéma tel qu'on l'a connu à cette époque dans les années 40. Et c'est très intéressant parce que dans cet article, Alexander Astruc dit quelque chose qui est une forme de prophétie. Ça, c'était en 1948. 1948. Il dit, bientôt, on va aller dans les bibliothèques et on va emprunter des films comme aujourd'hui on a l'habitude d'emprunter des livres. Donc, cette prophétie ne s'est pas réalisée ni dans les années 40, ni dans les années 50, ni dans les années 60, mais à partir des années 70, 80, avec la vidéo, les VHS, on a effectivement commencé à aller dans les bibliothèques en empruntant des films. Qui aujourd'hui, ils commencent peut-être même à disparaître. Oui, les VHS disparaissent, les DVD disparaissent, maintenant on a les VOD et d'autres moyens de diffusion de films. Mais ce qui est absolument passionnant dans cet article, c'est qu'aujourd'hui, on peut les réhabiliter par rapport au cinéma numérique contemporain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, des gens cinéastes peuvent réaliser des films tout seuls en utilisant des petites caméras numériques et en montant les films chez eux à la maison grâce à un logiciel de montage qu'ils peuvent même télécharger gratuitement sur Internet. Donc, le cinéma change radicalement et ce n'est pas seulement ça, c'est que Alexander Astruc parlait de la caméra stylo d'une manière métaphorique. Mais aujourd'hui, on a carrément des caméras de la taille d'un stylo. Et on a ces petites caméras Sony japonaises qui ont la taille d'un stylo. Donc, cette expression qui était métaphorique est devenue concrète. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers un cinéma qui pourrait effectivement être débarrassé de certaines contraintes industrielles, de certaines contraintes économiques. Des gens cinéastes pourraient réaliser des films avec très peu de moyens. C'est qu'on voit à l'œuvre, même dans le cinéma brésilien. Je viens de parler de ce couple qui a réalisé ce merveilleux film avec sans moyens pratiquement, en utilisant une caméra numérique et un logiciel de montage. Et maintenant, je pense que la grande question qui se pose, c'est non pas la réalisation de films, mais les moyens de distribution. Parce que si effectivement on a énormément évolué en matière des changements de mode de production et de réalisation du film grâce donc, aux moyens numériques, je pense qu'on est encore en retard en tout ce qui concerne la diffusion en numérique. Ça change aussi le travail des critiques du cinéma aujourd'hui. Alors le cinéma, il a changé radicalement. Ça change aussi le travail de critique du cinéma, par exemple les rôles du cahier du cinéma. Oui, bien sûr. C'est aussi un énorme défi aussi pour la critique cinématographique. Alors, pour ce qui concerne le cahier de cinéma, c'est un cas à part parce que le cahier de cinéma est encore une revue imprimée et on n'a pas une édition Internet. C'est la promesse du nouveau repreneur de cahier de cinéma. Et je crois que d'ici quelques années, on va avoir effectivement à la fois une édition Internet et aussi une édition bilingue, c'est-à-dire français, anglais. Pour le moment, le cahier de cinéma reste en édition imprimée uniquement. Il faut dire aussi que la cinéphilie française est très attachée à ces modes de diffusion en version imprimée. Oui. Et pourquoi ça? C'est-à-dire que c'est vrai, les magazines, les cahiers de cinéma, c'est plus qu'un magazine, c'est presque une institution de cinéma. Oui. Et comment on peut expliquer cet retard d'introduction de cahiers de cinéma dans les nouvelles technologies, et pour les nouvelles technologies dédiées l'Internet? Parce que comme chaque institution,
on peut être trop rattaché à cette tradition. Et la tradition des cahiers de cinéma, c'est cette revue en papier avec une très grande attention à l'iconographie. Et chaque mois, on a donc une couverture qui joue un rôle très important parce qu'elle met l'accent sur un sujet ou sur un film particulier. Et on est très, très attaché à cette tradition qui a commencé en 1951 avec André Bazin, le fondateur de la revue, et ensuite à toute la génération des gens critiques qui vont devenir les cinéastes de la nouvelle vague, donc Godard, Romer, Truffaut, Chabrol et Rivette, critiques de cinéma au cahier de cinéma, devenus par la suite des cinéastes. Donc, les cahiers de cinéma, ce n'est pas seulement une revue, c'est effectivement une marque et une institution. Et comme toute institution, c'est difficile de changer. C'est très difficile de les faire évoluer, mais je peux affirmer que nous, les rédacteurs de la revue, on aspire à ces changements et on ressent autour de nous une grande demande, notamment en dehors de la France. Parce que je pense que la cinéphilie française est effectivement très attachée à la revue dans sa version traditionnelle, historique, la version en papier, mais la cinéphilie en dehors de la France, en Europe et même en Amérique du Sud et au Brésil est très en demande de cette nouvelle forme de diffusion sur Internet. Ils ont très envie de lire les cahiers, ils n'ont pas les moyens. Les cahiers arrivent au Brésil, je sais, des mois avant l'apparition de chaque numéro. Et donc nous, au sein de la rédaction, nous nous battons pour cette évolution vers le numérique que j'espère ne va pas tarder. Oui, parce que ça change vraiment la manière de savoir faire du critique. Ça change énormément avec les révolutions du numérique aussi. Avec la diffusion, ça change, non? Évidemment, on a les moyens de faire quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué, et on a les moyens de montrer des extraits de films, on a les moyens d'accompagner même la diffusion de chaque numéro de cahier avec, pourquoi pas, un film entier. Et puis, on a aussi les moyens de transformer la revue en une revue interactive, c'est-à-dire de nouer un vrai dialogue avec nos lecteurs. Ce qui nous fait défaut actuellement, c'est-à-dire on continue tous les mois de recevoir des lettres des lecteurs français et des lecteurs du monde entier qui nous écrivent. Mais aujourd'hui, voilà, les gens ont envie de communiquer d'une manière différente. Et donc, moi, je n'attends que cette possibilité que la revue se transforme en une version numérique pour pouvoir effectivement mettre l'accent sur le dialogue entre la rédaction des cahiers de cinéma et les lecteurs du monde entier. Parce que quand je voyage, je me rends compte à quel point les gens ont soif d'être en dialogue avec cette traduction critique représentée par les cahiers de cinéma. Mais aujourd'hui, ces gens dialoguent d'une manière différente. Et ils n'ont plus l'habitude d'envoyer des lettres, etc. Ils ont vraiment envie d'avoir un dialogue par les moyens contemporains d'Internet. Donc, je pense que ça va se faire. Peut-être pas dans les mois à venir, mais dans les années à venir, j'en suis absolument persuadé. Alors, le changement pour les versions numériques, c'est une chose que les rédacteurs et rédactrices de cahiers de cinéma attendent déjà, ça fait longtemps, et ça va changer radicalement la manière d'être. Parce qu'avec Twitter, il y a toujours, on souhaite savoir ce que les rédacteurs et rédactrices de cahiers de cinéma pensent. Oui. Et même ici au Brésil,
On a besoin de 2 mois pour recevoir la critique avec les top 10 films. Oui. Alors ça va changer avec les numériques, j'espère. Oui, ça va changer, mais en même temps, je pense que ça c'est aussi un défi. Aujourd'hui, avec l'Internet, les critiques traditionnelles ont perdu de sa force et de son autorité. C'est-à-dire il y a une forme de démocratisation de la critique. Pratiquement chacun peut devenir critique. À son manière. À sa manière, il ouvre un blog et il s'exprime sur Internet, il noue un dialogue avec une communauté. Donc la critique traditionnelle des cahiers, par exemple, ou de la revue Positive en France, est en train de perdre son autorité absolue. Et je pense que c'est un nouveau défi pour la critique traditionnelle, celle, par exemple, des cahiers de cinéma. Comment garder un poids, une forme d'autorité en matière de réflexion sur le cinéma, tout en étant ouvert au dialogue avec des gens qui se voient les droits et qui est donc absolument légitime de donner leur avis et de s'exprimer par rapport au cinéma. Donc c'est un défi aussi pour cette critique traditionnelle dont le cahier fait partie, comment s'intégrer dans cette démocratisation de la critique tout en gardant une certaine forme d'autorité parce qu'on vient d'une grande tradition. Donc, et cette tradition, on ne peut pas la nier, on ne peut pas l'effacer d'un jour à l'autre, mais on doit avoir de nouveaux moyens pour véhiculer cette tradition, en étant ouvert au dialogue des nouveaux paysages démocratiques de la critique contemporaine. Bien sûr, c'est une transformation qui ne doit pas menacer la tradition. Je sais que c'est un sujet qu'on peut parler énormément, mais malheureusement, on doit finir. Merci pour votre participation. Je vous souhaite une bonne stade pour votre première fois à Curitiba, pour votre 6e fois au Brésil. Merci. Merci beaucoup. Bom, Cine Federal fica por aqui. Não esqueça que você pode rever este e outros programas da UFR TV na internet. Tchau!